Bonjour à tous, salut tout le monde. Cette vidéo est faite à partir du texte officiel du ministère des Affaires étrangères de la Russie, qui a été exprimé par Sergueï Lavrov, au cours de la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui détaille ce que les troupes russes font en Ukraine aujourd'hui, et pourquoi la Russie est venue dans ce pays. C'est une vidéo très utile pour la guerre informatique, qui se déchaîne aujourd'hui contre la Russie. Des millions et des milliards de personnes, qui sont entourées que par les médias occidentaux, n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment entre la Russie et l'Ukraine. Cette vidéo sera très instructive pour comprendre tous ces faits. Bon film. Contre tous ceux qui s'opposent aux valeurs néo-nazies de l'Euromaïdan, à la politique criminelle des autorités ukrainiennes, à la violation systémique des droits de l'homme fondamentaux et des droits des minorités nationales, des engagements pris dans le cadre de l'ONU et de l'OSCE, et même de la constitution de leur propre pays. Les ultranationalistes et les néo-nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev suite au coup d'État soutenu par l'Occident ont déclenché une véritable terreur. Il est impossible de se souvenir sans tressaillement de la terrible tragédie d'Odessa le 2 mai 2014. Des manifestants pacifiques avaient alors été brûlés vifs dans la maison des syndicats. Les criminels ayant commis ce crime sont bien connus. Ils ont posé devant les caméras et n'ont toujours pas été traduits en justice. Les fosses communes découvertes dans le Donbass sont une preuve irréfutable des conséquences criminelles des bombardements de sites civils du Donbass. L'expertise médico-légale a établi que la plupart des tués étaient des femmes et des vieillards. Nos collègues occidentaux ignorent tout simplement les nombreux faits de ces violations scandaleuses du principal droit de l'homme à la vie. Les tentatives d'attirer l'attention du CDH sur les exactions commises depuis 8 ans se heurtaient à son indifférence. Pendant toutes ces années, le régime de Kiev menait une politique de dérussification agressive et d'assimilation forcée. On fait clairement comprendre à ceux qui se considèrent comme russes et voudraient conserver leur identité, langue et culture qu'ils n'appartiennent pas à l'Ukraine. Vladimir Zelensky les a qualifiés de « spécimens » en suggérant de dégager en Russie. Il a initié l'adoption de la loi sur les peuples autochtones où il n'y a pas de place aux Russes qui vivent depuis des siècles sur ces territoires, ce qui est tout à fait dans l'esprit de la législation de l'Allemagne nazie. La langue russe est chassée des écoles et des universités, du secteur public et de la circulation quotidienne. Il n'est pas rare de pouvoir perdre pour le droit de parler sa langue natale son travail, sa santé et même sa vie. Imaginez-vous que l'Irlande interdise l'anglais, la Belgique le français, l'Italie l'allemand. C'est simplement impossible à imaginer. L'attaque de front contre la langue russe en Ukraine ne suscite pas le rejet en Occident éclairé, certains l'encouragent même. Tous les signes de dissidence entraînent les conséquences les plus graves. Le processus de purification du pouvoir des serviteurs récalcitrants et déloyaux est devenu régulier. Il s'appuie principalement sur la loi sur la lustration adoptée par le Parlement ukrainien. D'autres lois se multiplient également en permettant aux structures de force du régime de réprimer fermement la dissidence et de persécuter l'opposition. Les autorités décrètent des interdictions de travail des chaînes et d'autres médias, leurs propres citoyens sont persécutés, y compris les députés. N'est-ce pas une violation de la liberté d'expression? Le mensonge sur la Seconde Guerre mondiale est imposé de manière éhontée. Les adeptes locaux d'Hitler sont proclamés héros, alors que les véritables héros antifascistes tombent dans l'oubli. Les monuments aux vainqueurs du fascisme sont démantelés. Les criminels de guerre ayant combattu dans les rangs du Troisième Reich sont glorifiés. Cette politique s'est traduite notamment par la déposition par le cabinet au Parlement, le 23 février, d'un projet de loi sur la sortie de l'Ukraine de l'accord de la CEI sur l'immortalisation de la mémoire du courage et de l'héroïsme des peuples pendant la Grande Guerre patriotique de 1941 à 1945. Dans ce contexte, le comportement de Vladimir Zelensky semble extrêmement perfide, qui a osé déclarer le jour même honorer la mémoire de son grand-père qui a combattu dans les rangs de l'armée rouge pour libérer l'Union soviétique et l'Europe du fascisme. Le régime de Kiev s'est immiscé même dans un secteur aussi sensible et intime que le monde spirituel des gens. La discrimination religieuse grandit. Les anciennes autorités dirigées par Piotr Porochenko avec le soutien de Washington ont réalisé une scission ecclésiastique, créant ce qu'on appelle l'Église orthodoxe ukrainienne. Des lois ont été élaborées contre l'Église orthodoxe ukrainienne canonique du patriarcat de Moscou. Les églises lui appartenant sont capturées, des millions de paroissiens et le clergé sont persécutés. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une violation de la liberté de religion? Toutes ces attaques massives et systémiques contre les droits et les libertés, et l'imposition continuelle du néonazisme se déroulent avec une complaisance flagrante des États-Unis, du Canada, des pays de l'UE, qui se proclament hautement modèles de démocratie.
Les mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de l'OSCE se sont également retrouvés sous leur pression sans appel, qui, pendant toutes ces années, n'ont pas trouvé le courage de réagir en adéquation à l'arbitraire scandaleux en Ukraine. L'Occident a commencé à fermer les yeux sur la situation en février 2014, quand des radicaux ont commis un coup d'État anticonstitutionnel, piétinant l'accord conclu avec le président ukrainien de l'époque sous les garanties de l'UE. Les putschistes arrivés au pouvoir ont proclamé la politique d'alliance avec l'Occident et ont immédiatement attaqué la langue russe avec l'intention de chasser tout le russe de Crimée, y envoyant de combattants armés. Les régions de l'Est de l'Ukraine n'acceptant pas le coup d'État ont été accusées de terrorisme, alors qu'elles n'avaient attaqué personne. Au contraire, des troupes de punisseurs ont été envoyées contre eux, leur ville était bombardée par l'aviation, l'artillerie, des lance-roquettes multiples. Elles détruisaient des sites civils, des écoles, des hôpitaux. Elles tuaient des civils. Le Donbass a fait l'objet d'un blocus économique, de transport et alimentaire inhumain. Sans conséquence pour le régime de Kiev. Dans le meilleur des cas, les structures internationales se limitaient à des appels stériles adressés aux deux parties. Il est évident que dans ces conditions les habitants de la Crimée et du Donbass n'avaient simplement pas d'autre choix. En mars 2014, la grande majorité des Criméens a voté, en parfaite conformité au droit international, pour l'adhésion de la péninsule à la Russie. Le recours aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes fixé dans la charte de l'ONU leur a permis de défendre leur droit à la vie, à la libre utilisation de sa langue natale, à ses traditions, à son histoire et culture. Kiev y a réagi en bloquant le canal de Crimée du Nord, principale source d'eau douce pour les habitants de la péninsule. Une fois de plus, tout le monde a gardé le silence en oubliant 5 conventions fixant le droit de l'homme à l'eau potable. En ce qui concerne les habitants du Donbass, après les accords de Minsk convenus en février 2015 et approuvés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils espéraient être entendus, que la justice triomphera. Que Kiev entamera un dialogue avec ses citoyens de Donetsk et de Lugansk en commençant à remplir tous les autres engagements dans le cadre des accords de Minsk, lesquels Kiev sabotait franchement avec un soutien direct de l'Occident, poursuivant des provocations armées. Ces derniers temps, les actions criminelles du régime ukrainien se sont nettement intensifiées. En conséquence, rien que depuis la mi-février, plus de 100 personnes du Donbass se sont réfugiées en Russie. Nous avons réuni un grand dossier de preuves des grossières infractions des droits de l'homme commises par les autorités de Kiev. Le site de la représentation permanente de la Russie à Genève présente une exposition en ligne des documents et photos illustrant les cruautés des militaires ukrainiens et des bataillons néo-nazis volontaires. J'appelle tous ceux qui défendent les droits de l'homme à se familiariser avec cette exposition pour connaître la vérité que le régime de Kiev, ses protecteurs et la plupart des médias occidentaux cherchent à cacher. Vu la grossière violation des droits des citoyens russes et russophones de l'Ukraine, la guerre déclenchée contre eux il y a 8 ans avec tous les signes d'un génocide, le refus obstiné de l'Occident de rappeler les autorités ukrainiennes à l'ordre et l'absence de toute réaction des structures de l'ONU, de l'OSCE et du Conseil de l'Europe, la Russie ne pouvait pas rester à l'écart du sort du Donbass de 4 millions de habitants. Le président Vladimir Poutine a décidé de reconnaître les républiques populaires de Donetsk (DNR) et de Lugansk (LNR) et, en réponse aux requêtes des dirigeants des DNR et LNR, a lancé une opération militaire spéciale pour défendre leurs habitants conformément aux accords d'amitié et d'entraide signés avec ces républiques. L'objectif de nos actions consiste à sauver les gens en remplissant nos engagements d'alliés ainsi qu'à démilitariser et à dénazifier l'Ukraine pour qu'une telle chose ne se reproduise jamais. C'est d'autant plus d'actualité que ce pays est aspiré dans l'OTAN, le régime actuel est alimenté en armes d'attaque, alors qu'il a ouvertement formulé des revendications territoriales à la Fédération de Russie, menacé d'utiliser la force et se doter d'un potentiel nucléaire militaire. En ce qui concerne la campagne lancée sur une prétendue violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, dont les initiateurs affichent une indifférence totale et du mépris envers la violation des droits de l'homme, je voudrais attirer l'attention sur la déclaration de 1970 relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la charte de l'ONU. Ce document, approuvé par une résolution de consensus de l'Assemblée générale des Nations unies, stipule que le principe de respect de l'intégrité territoriale s'applique à un État qui respecte le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et doté aussi d'un gouvernement représentant l'ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. Le gouvernement néo-nazi de Kiev ne l'était et ne l'est manifestement pas pour les peuples de l'Ukraine.
Les États-Unis et leurs alliés, qui sont directement responsables pour de nombreuses violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, coupables de crimes qui ont fait des centaines de milliers de victimes en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Afghanistan, font preuve une fois de plus du deux poids deux mesures. Le régime de Kiev actuel est un parfait exemple du fait que quand on est un vassal obéissant d'une hégémonie et qu'on sert avec zèle sa politique pour endiguer la Russie, tout est permis. On peut enfreindre tous les droits de l'homme et libertés, simplement tuer des gens, cultiver des traditions et des ordres néo-nazis. En échange de la loyauté et de l'obéissance, l'Occident, civilisé, fermera les yeux sur tout cela. De plus, l'UE, dans un élan russophobe, a décidé récemment de livrer à Kiev des armes létales. Pour nous, la vie de chaque Russe ou Ukrainien, habitant de Donetsk et de Lugansk a tout autant de valeur que la vie d'un Européen ou Américain. Comme l'a souligné plusieurs fois le président Vladimir Poutine, nous respectons immuablement le peuple ukrainien, sa langue et ses traditions. Nous n'avons pas l'intention de porter atteinte aux intérêts des citoyens ukrainiens avec lesquels nous avons non seulement une histoire commune, une parenté civilisationnelle, spirituelle et culturelle, mais également des liens de sang et familiaux. Des millions de ressortissants ukrainiens vivent aujourd'hui en Russie. Pour nous, ils sont les nôtres. Ensemble nous étions et serons toujours bien plus forts et productifs. Le plus important, c'est de cesser les tentatives des dirigeants provisoires qui ont pris le pouvoir illégalement de trahir les intérêts fondamentaux du peuple ukrainien et de mener au profit de l'Occident une politique de transformation de leur pays en anti-Russie, en tant que sens de son existence. La véritable hystérie à laquelle nous assistons aujourd'hui à l'OTAN et dans l'UE confirme que c'est la création d'une anti-Russie qui était et reste l'objectif des États-Unis et de tous leurs alliés. Vous le savez, les négociations entre les représentants de la Russie avec une délégation de Kiev ont commencé à la demande de Vladimir Zelensky. J'espère que la partie ukrainienne a conscience de la gravité de la situation et de sa responsabilité, de la nécessité de faire preuve d'autonomie et d'aptitude à s'entendre et d'éviter la répétition de l'histoire avec les accords de Minsk. Je voudrais terminer mon discours par le rappel que les droits de l'homme sont une constante universelle. Elle ne peut pas dépendre des ambitions égoïstes d'un cercle étroit d'élus, qui cherchent à réécrire la Déclaration universelle de 1948, à déformer à leur guise et à remplacer par leurs règles, le consensus de l'époque reposant à la base de tout notre travail collectif. Le rôle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies consiste à garantir l'attachement à nos valeurs communes, et non aux valeurs étroites de quelqu'un, à promouvoir des discussions dans le respect mutuel sans politisation ni double standard, à empêcher d'utiliser les droits de l'homme pour s'ingérer dans les affaires intérieures. C'est la seule approche qu'il convient d'adopter en cherchant la justice dans toutes les questions relatives aux intérêts fondamentaux des gens, leurs droits fondamentaux. Il est question de l'institution honteuse pour l'Europe de non-citoyenneté, du mouvement vers la renaissance du nazisme qui prend de l'ampleur ou de l'obsession de l'Occident par la politique de sanctions unilatérales illégales, dont l'orientation contre les gens ordinaires plus personne ne cherche à cacher. Ces restrictions illégales ne se limitent plus aux interdictions financières et économiques. Elles s'étendent au secteur culturel, sportif, touristique, éducatif et médiatique, et dans l'ensemble à tous les contacts entre les personnes. L'Occident a clairement perdu le contrôle de soi dans l'aspiration à s'en prendre à la Russie, est allé jusqu'à détruire les institutions et les règles qu'il avait créées, y compris l'inviolabilité de la propriété. Il faut mettre un terme à la philosophie hautaine basée sur le sentiment de sa propre supériorité, exclusivité et permissivité. L'égalité souveraine des États est un principe clé de la charte de l'ONU. Il s'applique à part entière au travail du CDH. La Russie est toujours ouverte à une discussion équitable dans le respect mutuel sur tous les sujets, elle est prête à chercher un équilibre juste des intérêts.